Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors aujourd'hui, on va faire le tour d'horizon ici de l'industrie des distributeurs automobiles. Je ne parle pas des compagnies, voilà, pas des producteurs automobiles, on va le dire comme ça. Je parle plutôt des distributeurs. Donc ici, on va parler plutôt des concessionnaires, que ce soit des voitures neuves, des voitures d'occasion ou également ici des camping-cars, par exemple. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité-là? Alors, vous savez généralement avant d'investir sur sur une entreprise, il est toujours intéressant, pour ne pas dire important, de connaître à peu près ce qui se passe dans ce secteur, dans l'industrie en date d'aujourd'hui. Quels sont les drivers, donc on va dire que les éléments qui peuvent impacter positivement ou négativement ce secteur d'activité-là. Généralement, les drivers, vous pouvez les retrouver. Enfin, si vous connaissez à peu près le secteur d'activité, vous pouvez savoir à peu près comment est-ce qu'il fonctionne, si vous avez l'habitude de lire. Donc, on va y aller. Alors, un marché d'acheteurs, qu'est-ce que ça veut dire? La dynamique du marché a progressivement évolué en faveur des acheteurs. Il y a quelques années, au moment de la pandémie, les vendeurs avaient un plus grand pouvoir de négociation en raison de l'offre limitée de véhicules neufs et d'occasion. Parce que vous oubliez très vite, ou bien d'aucuns oublient très vite, la pandémie a donné énormément de faux signaux. D'accord? Au sortir de la pandémie, tout le monde pensait que voilà, les entités allaient continuer à rapporter autant d'argent, comme vous pouvez le voir avec les résultats de LVMH. Ce n'est vraiment pas étonnant. On revient même à une certaine normalité. On va même se dire que ces résultats-là, je parle d'LVMH juste pour vous donner un exemple, parce que je pense que vous allez mieux comprendre avec cet exemple-là. D'aucuns s'attendent toujours à des résultats extraordinaires, sans toutefois se rendre compte que au sortir de la pandémie, le, le consommateur final avait beaucoup d'argent, beaucoup de revenus à sa disposition, vu qu'il ne les avait pas utilisés. Donc, il en a profité pour faire des achats. Sans oublier que certains gouvernements également ont donné de l'argent gratuit au Canada, aux États-Unis. On remettait de l'argent ici pour différents consommateurs, pour les aider, pour les soutenir pendant la période ici de, de, de confinement. Donc, dites-vous qu'il y a beaucoup de faux signaux qui ont été envoyés sur le marché. Et quand on parle du marché de l'automobile ici, que ce soit les voitures d'occasion ou les voitures neuves, pour les voitures d'occasion, les voitures neuves, il n'y avait pas assez de semi-conducteurs. OK? C'est la raison pour laquelle on s'est rabattu sur les voitures d'occasion. Et en se rabattant sur les voitures d'occasion, qu'est-ce qui se passe? Le prix des voitures d'occasion augmente. Et si le prix des voitures d'occasion augmente, les marges bénéficiaires de ces entreprises-là augmentent également. OK? Donc, si on prend un autre exemple, ALD Automotive a eu de très bons résultats à cause de la pandémie. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Moi, je continue à considérer que cette entreprise ne vaut même pas la peine d'être regardée en date d'aujourd'hui. Qu'importe ce que vous pensez, regardez les chiffres. Bref, deuxième élément. Cependant, la disponibilité croissante de véhicules neufs dans les points de vente après la pandémie de Covid-19 a pesé sur les prix de vente moyens. Donc, au sortir de la pandémie, la chaîne d'approvisionnement s'étant normalisée, il y a eu des véhicules neufs qui sont arrivés sur le marché. Et ces véhicules-là sont en concurrence avec les voitures d'occasion. Et c'est même pas ça le problème. C'est que quand ils arrivent sur le marché, est-ce que le consommateur final a de l'argent? C'est la question qu'il faut se poser parce qu'on oublie toujours une chose. Nous sommes en période d'inflation. Et en période d'inflation, dites-vous que ça, c'est un secteur discrétionnaire. Qui achète des voitures en date d'aujourd'hui? Pas grand monde. OK? Enfin, certains types de véhicules. Donc, il faut toujours prendre en considération l'état des lieux du secteur d'activité ou bien de l'industrie. Ce n'est pas pour rien que je me casse la tête ici à généralement vous présenter ces éléments-là parce que je considère que c'est important. Au-delà des chiffres, je sais généralement que vous recherchez combien est-ce que ça vaut, est-ce que fais-moi le top 5, le top 10, est-ce que je dois acheter ça, ça. Non, non. L'analyse fondamentale, c'est ce qu'on fait maintenant. OK? Et c'est ce qu'on aura l'habitude d'ailleurs de faire pour les mois à venir. D'accord? Donc, il est vrai aussi que les acheteurs d'automobiles ont désormais plus de choix à faire. Cette tendance a donné aux acheteurs de voitures l'avantage dans la négociation. Parce que vous l'oubliez généralement, enfin, quand vous prenez en considération un secteur d'activité, il faut toujours vous demander ici, qu'est-ce qui pourrait faire à ce que les acheteurs aient plus de pouvoir que les vendeurs?
Ici, les vendeurs d'automobiles, on parle ici des distributeurs automobiles, d'accord? Donc, les concessionnaires, entre parenthèses. Les acheteurs, c'est vous, moi, ou bien certaines entreprises. OK? Donc, quand il y a une offre, et quand l'offre est élevée, enfin, quand l'offre est élevée, généralement, si l'offre est élevée alors que la demande reste plutôt stable, on va avoir tendance à batailler sur les prix et ça donne ici un marché d'acheteurs. Donc, lors de la négociation, on aura tendance à demander un prix bien plus bas que ça parce que voilà, les voitures ne sont pas rares et tout le monde ici offre des discounts. Et c'est l'occasion pour moi de vous demander de prêter attention aux entreprises également dans le secteur automobile. Au sorti de la pandémie, certaines affichent encore de très bons résultats. Pourtant, on a une concurrence par les prix présentement. Je ne vais pas citer certaines entreprises ici, donc faites vos propres recherches. Par conséquent, il faut s'attendre à ce que les concessionnaires offrent des remises généreuses pour attirer les clients. Je rappelle encore une fois que je parle de concessionnaires ici. Je ne parle pas de Ford, je ne parle pas de Ferrari ou de Stellantis. Non, je parle des concessionnaires. Les personnes à qui Ford ou bien Ferrari ou Ford vendent leurs véhicules. OK? Donc, la chaîne de distribution. Donc, cette approche concurrentielle devrait, d'accord, en partie permettre d'écouler rapidement les stocks et de faire de la place pour les futurs stocks de véhicules à vendre. Donc, vous vous rappelez ici, si on parle généralement du secteur automobile, on parle de plus en plus d'une baisse des prix. Mais on ne baisse pas les prix pour rien. Non seulement parce que l'offre est élevée, d'accord, la demande ne suit pas trop. Et maintenant, certaines essayent de gagner des parts de marché ici en offrant des prix de plus en plus bas. Ce n'est pas un bon business comme ça. On aime avoir des prix stables, sinon croissants dans le temps. OK? On continue. Dans l'ensemble, les marges bénéficiaires de nombreux détaillants automobiles pourraient rétrécir au cours des prochains trimestres. Dans l'ensemble, les marges bénéficiaires de certains détaillants automobiles pourraient rétrécir au cours des prochains trimestres. Donc, si vous avez des détaillants automobiles en portefeuille, que ce soit AutoZone, AutoNation, comme AAP, que ce soit CarMax, ça ne devrait pas nous surprendre. OK? Ce n'est pas surprenant. Et ce n'est pas maintenant qu'on le dit. D'accord? Enfin, quand je dis on le dit, ce n'est pas maintenant que cette situation-là est présente dans le secteur électrique. Je pense que depuis à peu près la moitié de l'année précédente. C'est pour ça, par exemple, que quand vous allez regarder des rapports financiers, si on prend une entreprise comme AN, AutoNation, très belle entreprise, je rappelle. Résultats extraordinairement élevés. Ici, il faut se poser la question, est-ce que c'est durable? Parce que là, on quitte de 0 à 100 en quelques secondes. En 2019, on avait 4,66 $ par action. Aujourd'hui, on se retrouve, enfin, pour 2023, on se retrouvait à 23 $ par action. Donc, en 4 ans, le bénéfice par action a été multiplié par 5. Et ça, c'est le bénéfice par action parce que dites-vous que AutoNation est spécialisé pour le rachat massif d'actions. Hein. Donc, dites-vous que ça peut avoir tendance à fausser le résultat. Mais revenons un tout petit peu ici. Donc, quand on prend le net income, vous voyez qu'il a littéralement explosé. Et quand on prend les marges, elles ont également littéralement explosé quand on les prend ici. Vous voyez que les marges, on avait du 1,99, mais on s'est retrouvé au plus haut à 5,57%. Dites-vous, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est durable? Parce que quand on investit, le résultat, le bénéfice net aujourd'hui, en réalité, ne nous intéresse vraiment pas. C'est le résultat, le bénéfice net de demain, après-demain, ou bien des 2, 3, 4, 5 prochaines années qui devraient nous intéresser. Et faites attention, quand je dis que ce n'est pas ça qui nous intéresse, donc, il a moins d'importance que celui qu'on aura demain. Donc, quand je regarde une entreprise aujourd'hui qui a 10 $ ou bien 1 $ par action, qui se négocie peut-être à 5 fois les bénéfices, je dois me poser la question, est-ce qu'on aura le même niveau de bénéfice net dans le futur, au moins? C'est pour ça que je recherche avant tout la stabilité. Donc, quand je regarde du AutoNation, moi, je veux savoir quel est le niveau de marge que je devrais appliquer dans mon modèle d'évaluation. Et ces entreprises se négocient généralement à des PER très peu élevés, 15 fois c'est max. Donc, je dois également savoir pourquoi est-ce qu'on a eu des résultats extraordinaires ici, en quelques temps. C'est important pour moi, parce que c'est un secteur cyclique. Je le répète encore une fois.
D'aucuns vont se limiter aux informations qui ne comptent pas du tout. Pour moi, le PER ici, c'est pas ça qui va me driver sur cette entreprise. Je veux normaliser les résultats. Ensuite, après avoir normalisé les résultats, si je dois prendre en considération une certaine croissance, je dois vérifier pourquoi est-ce qu'on a eu cette croissance-ci en si peu de temps. Et si pour moi, elle me semble exceptionnelle, je normalise, j'applique la marge moyenne, et je vérifie à peu près quel est le niveau de prix que je pourrais accepter sur ce type d'entreprise. Point barre. Et je répète encore une fois, faites attention aux bénéfices nets actuels sur les compagnies cycliques. D'accord ? Surtout les entreprises qui sont influencées ici par l'augmentation, enfin, quoique l'inflation affecte toutes les entités, mais dites-vous une chose, quand on achète un véhicule, c'est généralement avec du crédit. Et si l'argent coûte de plus en plus cher, la demande sera de moins en moins élevée. N'est-ce pas? Et vu, comme je vous l'ai mentionné, l'offre de véhicules est élevée ici. Pourtant, la demande ne suit pas trop. Donc, faites attention à ce genre d'entreprise. Il faut connaître les drivers d'un secteur d'activité. Encore une fois, je continue. Donc, alors, la tendance possible sur le marché des grossistes. Étant donné que moins de véhicules ont été loués pendant la pandémie, j'ai bien parlé de location, ont été loués pendant la pandémie, et ensuite, en raison de la pénurie de semi-conducteurs, le volume de véhicules hors location devrait être anémique dans la deuxième partie de cette année. J'ai bien parlé de location. Vous pensez que les entreprises comme Hertz, comme ALD, elles font quoi en fait? C'est du leasing, n'est-ce pas? Enfin, ce genre de choses-là. On loue ces véhicules-là. Les véhicules en question sont destinés à être vendus. D'accord? Donc, si le volume de ces véhicules-là diminue sur le marché, les vendeurs de véhicules d'occasion auront tendance à avoir moins d'achats, enfin, moins de stock, enfin, moins d'opportunités. Mais c'est temporaire. Ce qui peut créer des opportunités dans ce secteur d'activité. C'est pour ça que je le mentionne. Et pour ceux qui comprennent, certains vont comprendre pourquoi est-ce que je parle de ce secteur d'activité-là, secteur d'activité concernant ici les vendeurs de véhicules d'occasion. Et c'est un marché très porteur aux États-Unis. Allez chercher l'information. Par conséquent, l'offre de véhicules d'occasion sur le marché de gros sera probablement limitée, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix de gros des voitures d'occasion. Donc, si l'offre diminue, d'accord, et que la demande reste stable, ça pourrait avoir un impact sur le prix. D'accord? Les grossistes dépendent fortement de la disponibilité des véhicules d'occasion et s'approvisionnent auprès de divers canaux, y compris les retours de location. Actuellement, on observe une tendance à la baisse des prix de gros de véhicules d'occasion. La baisse des prix de gros, tout simplement parce que présentement, il y a un volume élevé. Mais on s'attend à ce que le volume soit moins élevé sur les mois à venir, ce qui pourrait créer ici une augmentation des marges. Donc, ça pourrait même être une bonne chose pour des entités comme ALD, entre parenthèses. Mais voilà, je continue à dire ici que c'est une entreprise qui ne vaut pas la peine. Et ici, je ne parle pas d'entité européenne. Cette analyse sectorielle a une vision purement nord-américaine. D'accord? Mais ce qui s'applique en Amérique du Nord, ici, peut avoir des effets en Europe. On peut avoir à peu près des similitudes. L'année dernière, le marché des véhicules récréatifs, et là je parle d'un tout autre segment, j'ai parlé des véhicules d'occasion, maintenant on parle des véhicules récréatifs, on parle ici, quand on parle de véhicules récréatifs, c'est à peu près le type de véhicule que Trigano produit. D'accord? Donc, l'année dernière, le marché des véhicules récréatifs a été confronté à des difficultés en raison du faible volume des livraisons au niveau des grossistes, résultant des taux d'intérêt élevés et des dépenses de consommation prudentes. Quand on parle de dépenses de consommation prudentes ici, ça veut dire que le consommateur final n'avait pas à serrer un tout petit peu la ceinture. Donc, quand on regarde Camping World Holding, qu'est-ce que vous observez? C'est un détaillant de véhicules récréatifs aux États-Unis. Vous allez remarquer que les bénéfices nets étaient exceptionnels en 2021, un peu moins en 2022, et en 2023, c'était l'hécatombe littéralement. Enfin, quand on dit l'hécatombe, comparé à 2021, ici, on n'a presque rien. On a 6 fois moins en termes de bénéfices nets. En termes de free cash flow, c'est même à la limite à peu près 10 fois moins, si je peux me le permettre par rapport au plus haut en 2020. Donc, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Donc, quand on regarde du Trigano, posons-nous la question de savoir
qu'est-ce qui drive la croissance ici? Oui, vieillissement de la population, etc., machin. Mais ces gens-là achètent avec quoi? La demande est peut-être élevée présentement, mais dites-vous que est-ce qu'on n'est pas sur un faux signal présentement? Et ça ne veut pas dire que l'entité en question n'a pas, le prix actuellement est mauvais. Non, 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 non. Trigano pourrait être sous-évalué. D'accord? Ça pourrait même créer des opportunités. Et je rappelle encore une fois que cette analyse n'a pas une vision européenne, essentiellement nord-américaine. OK? Donc, en regardant du Trigano, c'est normal que ce n'est pas une entreprise qui va avoir tendance à se négocier à des niveaux de PER très élevés parce que la demande ici, voilà, on s'attend à ce qu'il y ait une diminution. Ça pourrait arriver très, très rapidement. C'est pour ça qu'on normalise les résultats. Ce qui veut dire que quel est le minimum que je pourrais payer par rapport aux activités même de Trigano? Donc, si Trigano a l'habitude de rapporter du 10 $ par action, et qu'aujourd'hui c'est 20 $ et qu'on s'attend à du 30 $ demain, moi je l'évalue à 10 $. Et je ne veux pas acheter à plus que 10 $. C'est le minimum c'est le maximum que je suis prêt à payer. Parce que l'avenir est généralement incertain sur ce genre de secteur, sur ce genre d'activité. D'accord? On continue. Et je rappelle que je n'ai pas dit que Trigano est surévalué ni quoi que ce soit. Donc, toutefois, les livraisons en gros de véhicules récréatifs devraient rebondir cette année à mesure que la production reprend, sans oublier les baisses de taux d'intérêt qui semblent possibles au cours des prochains trimestres. Attention, il y a deux conditions. Les livraisons pourraient augmenter si au fur et à mesure que la production reprend et sous condition que les taux d'intérêt diminuent par rapport à la demande. OK? Les derniers résultats ici par rapport à l'inflation n'étaient pas assez intéressants dans le sens où peut-être les taux d'intérêt vont avoir tendance à diminuer plus tard que prévu. Donc faites attention, moi je n'aime pas souvent jouer à ce jeu-là de savoir quand est-ce qu'on va baisser les taux d'intérêt, etc. Je m'adapte à la situation actuelle. C'est la raison pour laquelle on essaie d'acheter des entités ici à des prix extrêmement bas et on essaie de maximiser nos rendements sur coût d'acquisition. Aujourd'hui, j'achète des entreprises ici avec un rendement de 8%. Je ne parle pas de bénéfices, de dividendes. Je répète encore, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je ne parle pas de dividendes ici. Quand je parle de rendement, allez rechercher sur mes anciennes vidéos, vous allez retrouver pourquoi est-ce que je parle de rendement. Donc, c'est comme ça que je m'exprime. D'accord? Mon rendement sur coût d'acquisition, est-ce qu'il est élevé? C'est ce qui m'intéresse. Si une entreprise se négocie à 25 fois les bénéfices, pour l'acheter à 25 fois les bénéfices, il faut vraiment que j'ai une bonne certitude. Il faut vraiment avoir il faut vraiment que la croissance à venir soit assez certaine, entre parenthèses. OK? On continue. Donc, soyez toujours prudents. C'est pour ça qu'on achète une entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut réellement. On n'achète pas une entreprise de croissance à un prix qui implique la croissance. Je le répète toujours. On continue. Alors, on va maintenant parler des acquisitions et des scissions. Et des cessions. Parce que certaines ici s'amusent à en faire parce qu'elles ont gagné beaucoup d'argent. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je n'en sais rien. Mais on observe. Et on peut tirer déjà des conclusions ici à savoir est-ce que c'est une bonne allocation du capital, surtout en période actuelle. Donc, les entreprises qui font des acquisitions les cessions, ça ne me dérange pas. Les acquisitions, faites attention. Surtout dans ce secteur d'activité. Je sais généralement qu'on en fait quand tout va mal. C'est même le bon moment de faire des acquisitions dans ce secteur quand tout va mal. Donc, malgré la présence effective de coûts liés à l'inflation ainsi que des taux d'intérêt élevés, de nombreuses entreprises de cette industrie ont poursuivi leur politique d'acquisition. Par exemple, j'en parlais tantôt, Camping World Holding a acquis des emplacements dans tout le pays. Camping World Holding ici, c'est un détaillant de véhicules récréatifs. D'accord? Donc vous voyez Trigano, si Trigano veut vendre en Amérique du Nord, Trigano va passer par un distributeur comme Camping World Holding. C'est un concessionnaire pour les véhicules récréatifs. OK? Donc maintenant, ils ont une stratégie d'expansion. Donc, ils veulent avoir le plus d'emplacements possible. Et si vous connaissez Camping World Holding, si vous avez l'habitude de regarder CNBC, vous allez comprendre. Allez, dites-moi à peu près, est-ce que vous avez déjà regardé l'émission non, c'est même pas important, c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, il y a un monsieur qui faisait une émission sur CNBC, en fait, où il était chargé de redresser des entreprises. Je pense que c'est Marcus Lemonis, c'est un truc comme ça. Et je pense qu'il est actionnaire de Camping World Holding, si je ne me trompe pas. C'est un de ses business ici. Bref, c'est la première fois que j'en ai entendu parler. C'était parce que je regardais très souvent cette émission-là. Donc, également l'émission American Dream sur CNBC. Très intéressant également. Et en passant, si vous avez Spotify Premium,
Allez-y, regardez présentement parce que vous avez des livres audio. Et si vous voulez, par exemple, des livres d'investissement audio, ça peut être intéressant en faisant votre sport. Et en français comme en anglais. Donc, ceux qui ont Spotify Premium présentement, moi, je l'ai découvert dernièrement. Je me suis dit, ah, waouh, c'est intéressant ça. Donc, Spotify a un pricing power, mais comme je rappelle toujours ici, le problème de Spotify, c'est surtout les gens avec qui Spotify fait du business. Ils vont avoir tendance à augmenter les prix, donc à savoir les maisons de disques, etc. Donc, à la limite, je pense que Spotify aura tendance à devenir un producteur de musique à la fin de la journée, ou bien à acheter ses propres studios. Bref, c'est possible. Un peu comme dans le segment du streaming vidéo. Bref, revenons ici sur l'automobile. Vous savez, j'aime souvent aller parler d'autres choses pendant que je fais mes vidéos ici, parce que voilà, au fur et à mesure que si j'ai une idée qui me passe par la tête, je m'exprime littéralement. Ok, donc on est ici, c'est une discussion. D'accord? Donc, Camping World Holding a acquis des emplacements dans tout le pays. Donc, ils ont une stratégie d'expansion. L'entreprise semble prendre des mesures pour établir une forte présence dans le secteur de la vente au détail de véhicules récréatifs afin de décourager la concurrence. Et je sais généralement que ça, c'est une stratégie qui peut être à double tranchant. Et je prends l'exemple de Camping World Holding, pas parce que c'est une entreprise exceptionnelle, non. Personnellement, c'est une entreprise lambda, d'accord? Généralement, dans ce genre d'activité, vu qu'on parle de véhicules récréatifs, Patrick Industries devrait vous intéresser. Thor Industries devrait également vous intéresser. Et je rappelle que ce sont des entités cycliques. N'oubliez pas de normaliser les résultats, etc. Mais ce sont des entités qui sont, selon moi, extraordinaires dans leur secteur d'activité. Même si vous n'aimez pas les résultats, allez creuser un tout petit peu sur ce que l'entreprise fait. Les deux entités que j'ai mentionnées, elles ont des relations ici avec elles ne produisent pas avec le segment récréatif. Allez-y juste regarder par curiosité. Le business model, d'accord? Donc, revenons sur notre analyse. Donc, elles veulent décourager la concurrence en étant agressive sur son expansion. Cependant, les inquiétudes portent sur le fait que la demande relative aux unités à forte marge, dont je parle ici des véhicules récréatifs à forte marge, est en baisse et que le plan d'expansion pourrait s'avérer coûteux dans un avenir proche. Donc, si elle n'arrive pas à être rentable ou bien n'arrive pas à maintenir un niveau de bénéfice net stable, le plan d'expansion ici pourrait être une arme à double tranchant. Et quand vous allez regarder ce business-là, la dette est quand même à un niveau assez élevé selon moi. Encore qu'il faut regarder les spécificités de cette dette-là, je ne sais pas si elle a un bras financier ici. Donc, il faut aller vérifier à ce niveau-là. OK? Donc, il faut faire attention. Donc, pour moi, ici, le but, c'était de questionner la politique d'allocation du capital. Oui, on veut prendre des parts de marché pour décourager la concurrence. Mais attention, ça peut se retourner contre nous. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, est-ce qu'il ne serait pas mieux de privilégier, est-ce qu'il n'est pas préférable de privilégier le rachat d'actions? Excusez-moi. Le remboursement de la dette. C'est une idée que je jette en l'air comme ça. Et je ne dis pas ici que Camping World est intéressant. C'est une façon de vous montrer comment est-ce que vous devez réfléchir. Une manière de réfléchir sur ce segment d'activité-là. OK? Ne faites pas ce que je vous dis, faites ce que vous voulez. Comme je répète toujours, faites ce que vous voulez. D'accord? C'est votre argent, ce sont vos décisions. Mais si vous regardez ce secteur, ça serait peut-être intéressant de questionner la politique d'allocation du capital. Les acquisitions et les cessions, ça fait partie de ces éléments-là. Donc, l'entreprise semble toutefois consciente des impacts coûteux potentiels. Récemment, le détaillant de véhicules récréatifs a exploré des alternatives stratégiques pour ses opérations non essentielles, en particulier l'activité GoodSam. GoodSam, c'est à peu près ici un service pour les gens qui prennent généralement la route ici. Donc, si vous avez un problème, c'est pas moi, une batterie, vous avez une panne de batterie, si vous avez besoin de remorquage, etc., ou bien de conseils. Bref, il y a quelqu'un qui se déplacera ici pour vous aider sur toute l'étendue du territoire. Ça peut être donc, c'est peut-être un business ici qui pourrait avoir un effet de réseau intéressant. Enfin, je n'ai pas encore plongé dans les chiffres, mais l'activité, elle pourrait se séparer de ces activités GoodSam, en particulier l'activité GoodSam, et surveille également ses dépenses opérationnelles. Bon, ça, en période d'inflation, c'est drôle parce qu'à la fin de la journée, les salaires vont augmenter, elle devrait dépenser en marketing s'il y a de l'expansion. Donc, je pense également que ça, c'est un peu de l'enfumage, selon moi. Mais je vais avoir tendance à suivre ce genre d'éléments-là. Mais ça m'a semblé intéressant à présenter ici parce que ça vous donne une idée de comment est-ce que se comporte ce pan, ce segment d'activité dans cette industrie-là.
Parce que quand on parle ici des détaillants automobiles, on peut parler ici des véhicules récréatifs, il y a ceux qui vendent des camions lourds, il y a même ceux qui vendent des tracteurs. Je parle par exemple ici de Tractor Supply, qui est une belle entreprise, mais je ne l'ai pas mentionné ici. C'est également un détaillant, ce n'est pas de l'automobile, mais ça reste un détaillant. Mais c'est plus lié à un secteur très particulier. OK? Donc, on continue. Dans le même temps, Asbury Automotive, Lithia Motors poursuivent leur ambitieux plan de croissance à long terme par le biais d'acquisitions agressives et d'investissements dans des plateformes digitales. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Asbury. OK. Et vous allez remarquer une chose à chaque fois, explosion littéralement. Mais moi, ce n'est pas l'explosion qui m'intéresse, c'est la stabilité qui va m'intéresser derrière. Donc, je vais plutôt questionner la croissance ou bien les éléments qui ont poussé à cette croissance fulgurante dans quelques temps. On a de Lithia Motors, et je rappelle que ce sont des entités qui se négocient à des PER très très bas. On a du Lithia Motors. Et sur Lithia, vous avez également la même chose, la même tendance. Waouh, sous-évalué. Mais attention, est-ce qu'on n'est pas sur un value trap? Et il faut suivre les free cash flow ici parce que le BFR de ces entités est souvent très élevé. OK? Donc, on continue. Alors, elles investissent massivement sur les plateformes digitales. Tout bien considéré, il est probable que plusieurs entreprises de ce secteur cèdent des activités par le biais de cession ou de scission afin d'améliorer leur marge bénéficiaire. Allez regarder la différence entre cession et scission. OK? Donc, il ne serait pas étonnant de voir ces entités-là se séparer ou bien vendre certains segments ou bien certaines parties de leurs entreprises, de l'entité, enfin de leurs entités, on va le dire comme ça. D'accord? Donc, inversement, les baisses de taux d'intérêt encourageront probablement certains détaillants automobiles à poursuivre leurs tactiques de croissance agressive et à procéder à de nouvelles acquisitions. En conclusion, il semble que le secteur soit en train de devenir un marché d'acheteurs. La baisse des prix de véhicules d'occasion, l'offre excédentaire de nouveaux véhicules au détail et la faiblesse des prix aux enchères de gros sont autant d'éléments qui suggèrent des conditions favorables pour les acheteurs. Dans l'ensemble, il semble que la dynamique actuelle du marché est donné aux clients un plus grand pouvoir de négociation. De plus, la mise en place de plateformes numériques proposant de nombreuses options de financement devrait offrir aux acheteurs potentiels une grande flexibilité dans la négociation des conditions d'achat des véhicules. Et si vous avez une entreprise ici qui offre des facilités de paiement, d'accord, regardez généralement le taux de défaut. C'est ça qui est important. Parce qu'on peut s'amuser ici à prêter à tout le monde, à vendre des voitures à tout le monde ici, alors que ces gens-là ne sont pas solvables. Donc faites attention. Donc, par ailleurs, plusieurs acteurs de ce secteur ont maintenu une approche favorable aux actionnaires et rétribuent ces derniers par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Faites attention, certes, les versements réguliers de dividendes sont attrayants pour la plupart des investisseurs, mais la prudence est de mise pour nos abonnés. Faites attention, d'accord? En effet, certains distributeurs automobiles ont réduit le montant trimestriel pour financer leur plan de croissance avec la possibilité d'une réduction ou d'une suspension supplémentaire des paiements. Alors, il est donc prudent de considérer l'entreprise et son historique global plutôt que les indicateurs à court terme. Donc, faites attention sur ce type d'entité-là. Questionnez surtout la pérennité des bénéfices. Regardez la taille du marché également, parce que je sais que c'est un gros marché. Par exemple, le marché des occasions aux États-Unis est énorme. D'accord? Et c'est un marché qui est dominé. En fait, il y a assez de place pour tout le monde en date d'aujourd'hui. Et si vous regardez le leader sur le secteur d'activité, il n'a même pas 10%. Je dis bien leader est de très très loin. Bref, allez vous renseigner. Donc, si vous allez sur ce secteur d'activité, voilà à peu près certains éléments que vous devez regarder en date d'aujourd'hui. Ce n'est que mon avis. Et pour ceux qui veulent avoir accès généralement gratuitement, d'accord, aux notes d'analyse sectorielle, vous allez directement en description de la vidéo au niveau de la top newsletter. Vous vous abonnez ici, donc à ce niveau-ci, d'accord, top newsletter, et vous allez les recevoir quand c'est prêt, d'accord. Je ne vous ai pas dit ici que je les envoie tous les mois ou bien chaque semaine, d'accord. Quand c'est prêt, j'envoie généralement parce que ça prend du temps. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et sur ce secteur d'activité, dites-moi, quelles sont les entreprises qui, selon vous, pourraient s'en sortir à long terme? OK? Et donnez-moi également les raisons pour ceux qui détiennent des entités dans ce secteur d'activité-là. Et je parle ici d'entités nord-américaines. Merci.